Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais donc commencer par remercier M. Michel Bergne de la médiathèque de Béziers, ainsi que Mme Boyer de la Housse, qui a eu la gentillesse de m'inviter pour faire cette petite conférence pascale. Je voudrais aussi remercier les collègues avec lesquels je travaille depuis 5 ans. Qui sont à la fois linguistes pour certains et informaticiens pour d'autres, donc Claudine Moïse, Catherine Détry, Bertrand Bérine, Mathieu Roche et Cédric Lopez. Donc on a constitué une sorte de réseau de chercheurs et d'enseignants-chercheurs pour travailler sur des SMS en français. Donc lors de cette conférence, je voudrais juste vous donner quelques pistes, quelques entrées en matière en quelque sorte, et vous parler de notre projet qui s'appelle Sud for Science, et ensuite toute une collecte de données de SMS authentiques. Donc je vais commencer par vous donner quelques repères historiques. Ensuite, vous parler un petit peu de cette écriture, non pas une langue ou un langage, mais cette écriture qui est présente dans les SMS, qui est vraiment une écriture très ancrée dans le quotidien, qui relève de la sphère intime, etc. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de nos projets, puis essayer de fournir quelques petites analyses entre les sciences du langage, entre la linguistique et l'informatique. Par ailleurs, je voudrais aussi rendre hommage à 3 collègues malheureusement décédés ces 3 dernières années. Il s'agit de Jean Véronis, professeur d'informatique, linguistique informatique à l'université d'Aix, Augustin Mella, ma collègue maître de conférence en Montpellier, et en linguistique informatique, et le professeur Josie Bernico, psychologue, professeur de psychologie à l'université de Poitiers. Voilà, donc allons-y. Un petit clin d'œil historique. Donc c'est un des plus anciens manuscrits de la chrétienté, date de la fin du 1er siècle. Ce que je voulais vous montrer, si vous regardez les 2 petits rectangles colorés, vous verrez qu'il y a des abréviations. En haut du premier rectangle, vous avez les lettres, dedans vous avez les lettres kappa omicron. Donc vous avez une abréviation en fait de Kyrios, Seigneur. Et dans l'autre, vous avez une abréviation de Jésus, donc IH, enfin Iota, Ita. Et donc pour bien marquer, pour bien indiquer qu'il s'agit bien d'une abréviation, vous voyez que les lettres sont surmontées d'une barre horizontale. Donc déjà, dès l'époque romaine jusqu'au XVIe siècle, les scripteurs avaient souvent recours à des raccourcis parce qu'il fallait faire tenir le texte dans la mise en page qui était imposée par le support, parce qu'il fallait gagner de la place, ça coûtait cher, la gravure sur la pierre, dans la pierre et les calligraphies sur le papyrus, sur le parchemin, etc. Donc, on a inventé un certain nombre de signes abréviatifs que seuls les initiés pouvaient d'ailleurs comprendre. Donc là, sur la partie principale de la diapositive, vous avez les différents signes abréviatifs qui étaient utilisés du 7e au 16e siècle en calligraphie, et puis parfois en typographie aussi. Et puis en haut à droite, je vous ai mis les ligatures romaines qui étaient en usage entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Et en bas à droite, vous avez les différentes graphies de l'espagnolette à travers les siècles. Donc vous avez peut-être dans votre médiathèque le manuel de typographie française de Yves Pérousseau. Vous pouvez consulter bien sûr pour les voir. Une petite page de la Bible de Gutenberg. Alors évidemment, je ne suis pas spécialiste sur cela, donc je ne saurais pas vous le lire, mais il y a de nombreuses abréviations qui, à chaque fois, vous voyez comme tout à l'heure, vous aurez des petites marques indiquées en haut. Voilà, donc il y a de nombreuses abréviations sur cette page. Donc après cet exemple du XVe siècle, on pourrait prendre celui du XIXe, la carte postale, puisqu'il y avait une contrainte aussi de concision au niveau de la carte postale. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'évidemment, la contrainte de concision
est apparu bien avant les SMS de 160 caractères. Donc vous avez dans un ouvrage qui date de 2008, ma collègue linguiste Françoise Gadet a déjà noté, enfin entre autres, a déjà noté que des phénomènes comme les abréviations PCQ pour parce que, RDV pour rendez-vous, etc. Toutes ces abréviations qui sont nombreuses dans les SMS, évidemment, sont déjà anciennes dans les formes d'écriture rapide, de prise de notes, etc. Voilà, alors justement, au niveau des cartes postales. Là, vous avez un exemple de carte postale authentique, et comme vous le voyez, qui date de 1914. C'est ma collègue Agnès Stückart à l'Université de Montpellier qui a fait une récolte qui travaille sur les cartes postales des poilus. Et si vous lisez cette carte postale, je vous ai mis peut-être pas toutes, mais je vous ai mis un certain nombre de fautes, 24, je vais compter. Ce qui est intéressant, je crois, c'est de se rendre compte que nous avons rarement eu accès à l'écrit quotidien. Donc là, on a un exemple. C'est plutôt intéressant pour les chercheurs de pouvoir plonger dans ces types de données. Je continue mon petit parcours historique. Et là, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation, il y avait des voix souvent clandestines qui proclamaient leur foi en la liberté, n'est-ce pas? Et là, vous avez un aperçu d'un des tracts anonymes les plus célèbres, donc, qui est également tiré de l'ouvrage Au nom de la liberté, et qui s'intitulait le nouvel alphabet français. Donc si je vous mets à droite les termes, vous voyez A, B, C, ABC, F, A, C, FAC, etc. D'accord? Maintenant, si vous permettez un petit exercice ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose que vous remarquez sur cette diapositive entre les différents exemples que je vous ai indiqués? Vous en avez 5, 6. C'est phonétique. Il n'y a pas d'apostrophe. Il n'y a pas d'apostrophe, d'accord, donc manque de ponctuation peut-être. Autre chose? C'est phonétique, le G. Mm-hmm. C'est une écriture qui ne tient pas compte de l'orthographe française, mais qui est dans le phonème, enfin dans le son. Et donc pour vous, c'est une écriture du quotidien qui date de quelle période? Période actuelle, non? Actuelle? Oui et non. La prof. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer qu'il y a des phénomènes. Donc vous avez les deux premiers exemples qui en fait datent d'une carte postale de 1914, d'un poilu. Et ensuite, effectivement, c'est plus récent, c'est 100 ans plus tard environ, écriture SMS. Mais quand vous regardez, vous voyez, a été voir, j'ai été voir, enfin, il y a des phénomènes qui reviennent. Donc, c'est le point sur lequel je voulais insister tout à l'heure. Nous n'avons pas souvent eu accès, à travers les âges, à cette communication écrite quotidienne. Voilà. On va continuer, après cet aperçu historique très sommaire, on va continuer avec quelques idées reçues. Donc, je vais vous faire subir encore un test. Je voudrais avoir votre avis sur l'âge des scripteurs, on les appelle des scripteurs, de SMS. Donc il s'agit, je vais vous en parler ensuite, il s'agit de SMS réels que nous avons récoltés en 2011. Donc je vais y arriver dans un instant. Donc je vais vous les montrer. Donc premier SMS. Et ensuite je vais vous demander, je vous les montre, il y en a 5 je crois. S'agit-il, en quel âge ont les différentes personnes? Donc, premier SMS. Tu vois, très jeune. Je vais vous les afficher. Et ensuite, je vais vous donner les âges. Alors, juste ce qui est marqué entre chevrons, c'est parce que nous avons rendu anonyme le SMS. Prêt, c'est pour prénom. Et là, c'est un prénom de 5 caractères, d'accord? Voilà, donc en fait, on a 5 SMS.
Et la question que je voudrais vous poser, c'est ces scripteurs ont-ils 12, 24 ou 57 ans? Donc le premier, ah oui pardon, voilà. Le premier, 12, 24 ou 57? 12. Très bien, vous avez raison. Ensuite, donc ouais, tranquille, t'inquiète, tu fous quoi? Ensuite, 12, 24, 57? 24. Non, 12. C'était pour vous montrer, première idée reçue, on n'écrit pas toujours de la même manière en fonction des destinataires. D'accord? Troisième. Tu as eu un tel au téléphone, ou tel? 24, 12, 57. Autre idée reçue, les jeunes écrivent n'importe comment. Non, là, nous avons une femme, 57 ans, bac plus 5, retraitée. D'accord? Donc, il n'y a pas que les jeunes qui jouent avec cette écriture. Bon, ensuite, je vous les montre un. Donc, 57 ans également. On imagine que ce n'est pas l'enfant le jeune de 12 ans qui va faire un virement. Donc là, c'est des... Et puis, l'autre idée reçue, voilà, on peut écrire de cette manière quand on a 24 ans. Pas forcément 57 ans. Donc, voilà, les jeunes n'écrivent pas toujours de manière abrégée, les personnes plus âgées n'écrivent pas toujours en français standardisé. Ces exemples sont extraits de nos données. Voilà, donc c'était juste pour essayer de faire en sorte que les idées reçues soient laissées un petit peu de côté. Ensuite, c'est au niveau de la terminologie. Bon, là, je vais peut-être passer un petit peu rapidement, mais je voudrais juste vous expliquer que je travaille sur ce que j'appelle la communication médiée, et non pas médiatisée, par ordinateur depuis bientôt 20 ans, en fait. Mon idée, c'est que l'utilisation d'un outil, que ce soit l'ordinateur ou le téléphone portable, par exemple, modifie en fait notre discours et notre façon de communiquer avec autrui. Donc il y a une forme de, on va appeler ça en linguistique, une forme de genre de discours qui est, c'est un petit peu différent. Voilà. Les linguistes ont réagi assez tardivement à ces idées de poursuivre des recherches dans le domaine, parce que tout comme pour le grand public, parfois, on a tendance à trouver que voilà, les gens écrivent n'importe comment dans les SMS. De même, les linguistes trouvaient que voilà, bon, c'était peut-être pas digne de notre attention de regarder le contenu des courriels, ensuite des forums, des chats, des blogs, des réseaux sociaux, etc. Mais voilà, moi je me suis intéressée assez rapidement à ces formes, tout simplement parce que au milieu des années 90, des étudiants n'avaient pas encore accès à une adresse électronique. Je leur en ai fourni une à chacun pour qu'ils puissent communiquer entre eux en dehors du cours et pour qu'ils puissent également communiquer avec moi. Et j'ai compris assez rapidement qu'ils m'écrivaient pour d'autres choses par rapport au cours. Ou bien l'ordinateur servait d'écran pour pouvoir me dire des choses que les personnes ne voulaient pas me dire de visu. Par exemple, une étudiante qui arrivait systématiquement en retard à un cours du matin m'a écrit par courrier électronique pour me dire voilà, je suis désolée d'arriver en retard, j'élève seul mon enfant, etc., etc. Donc elle avait visiblement besoin de ce type d'écran pour se placer. D'autres étudiants m'ont écrit pour avoir leurs notes, pour différentes choses, n'osaient pas forcément demander de visu. Donc j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être un changement derrière les écrans. Et ça, c'était il y a bientôt 20 ans. Donc tout ceci pour vous dire qu'il y a une terminologie très vaste, très instable d'ailleurs, pour parler de tout ce qui est communication médiée par ordinateur, communication électronique par téléphone. Donc les uns vont parler de communication électronique, des autres de nouvelles formes de communication électronique, etc. etc. David Crystal, j'ai traduit une
Une de ses citations, lui parle de net speak en anglais, donc je l'ai traduit par parler net avec le jeu de mots. Donc pour ma part, j'utiliserai le terme en français SMS et non pas texto. Pourquoi ? Parce que le SMS ne contient pas toujours du texte brut. Vous avez les exemples avec les smileys, maintenant on les appelle aussi des emojis. Donc les caractères peuvent être pris dans une valeur un peu différente, dans une valeur qu'on dirait dénominative. Donc cette écriture, à mon avis, est très très riche, très complexe, et contrairement, là aussi, à certaines idées reçues, il semblerait que ceux qui pratiquent l'écriture SMS sont peut-être meilleurs en orthographe classique que les autres. Une équipe de chercheurs menée justement par Josie Bernico, la psychologue à laquelle je faisais référence tout à l'heure, et son équipe, Olga Volkart et Antonine Goumi, ont établi, après une étude scientifique avec des collégiens, que c'était le niveau en orthographe traditionnelle qui détermine la forme des SMS envoyés, et non pas les SMS qui influencent négativement sur l'orthographe traditionnelle. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une dimension de jeu, une dimension ludique très très forte quand on écrit les SMS. Par ailleurs, les SMS constituent plutôt un code écrit. C'est-à-dire, on ne parle pas SMS. Vous retenez cette phrase pour tout à l'heure parce que je vais vous faire écouter un extrait qui vous montre, qui vous fait entendre qu'on ne parle pas SMS. Donc, je dirais que ce qui est vraiment original dans les SMS, entre autres, c'est qu'il y a cette nouvelle graphie que j'appelle la néographie. Donc, la nouvelle graphie. D'autres personnes ont d'autres termes, mais on parle de néologie quand on crée un mot, en néographie quand on modifie, quand on fait cette forme de nouvelle graphie, justement. Alors, donc cette écriture constitue une grande variété de formes. Il y a par contre une absence quasi totale de normes, et la créativité en soi, que ce soit au niveau du vocabulaire, du lexique, est très 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 riche. Donc il y a toutes sortes de phénomènes qui vont entrer en ligne de compte, des phénomènes de type phonétique, de type graphique, de type lexical. En linguistique, on va évoquer la morphosyntaxe, iconique, etc. Mais on aura aussi des contraintes de type technique, de type communicationnel, de type psychosocial, économique, etc. Donc on voulait en savoir plus. Les linguistes, dont je fais partie, les linguistes étudient l'évolution de la langue. Les linguistes ne jugent pas, les linguistes observent. Donc ça, je crois que c'est important aussi de l'entendre, puisqu'on ne va pas juger d'une forme d'écriture ou d'une autre. Donc on voulait en savoir plus, et en 2011, nous avons fait une collecte de SMS auprès du grand public. Donc on s'est associé avec notre service juridique, parce qu'il faut faire très très attention. Là, on récoltait des SMS donc, qui relevaient de la sphère privée. Les gens nous faisaient don de leur SMS. Il fallait donc faire attention avec cela. Je vais peut-être quand même vous montrer la petite vidéo que j'ai préparée. C'est un entretien fait il y a un peu plus de 2 ans, et ça dure 4 minutes. Bien, on termine cette première rubrique recherche avec notre invitée Rachel Pankhurst. Vous êtes enseignante en linguistique informatique à l'Université Montpellier 3 et vous êtes également chercheuse au laboratoire Praxilingue du CNRS. Et alors, vous vous intéressez très spécialement aux messages, des textos, des messages SMS et la manière dont on écrit ces messages et la linguistique donc qui se cache derrière ces fameux textos. Alors, pourquoi avez-vous l'idée de travailler sur ce sujet en particulier ? Pourquoi sur les SMS ? Alors justement, tout a démarré en Belgique il y a quelques années. Nos collègues Cédric Fayron et Louise-Amélie Cougnon du Santal, liés à l'Université catholique de Louvain, ont eu l'idée de constituer une grande base de données mondiale pour étudier la communication par SMS.
et l'évolution de la langue. Donc il y a eu plusieurs collectes dans différents pays et notre collecte a eu lieu il y a 2 ans. D'accord, donc je crois que vous avez collecté à peu près presque 90 000 SMS. Oui, tout à fait. Alors, vous savez qu'en ce moment, on nous parle beaucoup de surveillance. Alors vous avez fait comment pour collecter autant de SMS? Alors justement, on a procédé d'une manière relativement simple via un téléphone intelligent qui nous a été prêté par une entreprise montpelliéraine informatique. Donc, ensuite... les donateurs de SMS, comme on les appelle, s'inscrivaient, remplissaient un formulaire de consentement en ligne et puis pouvaient remplir également un questionnaire et puis ensuite nous faisaient parvenir leur SMS. Alors comme vous dites, c'est vrai que c'est assez complexe au niveau juridique parce que ce sont des données sensibles, privées. Donc le tout est de travailler, nous avons travaillé main dans la main avec notre correspondant informatique et liberté du service juridique de l'université, Nicolas Wronski. Le tout est de protéger la vie privée, par exemple, en rendant les SMS anonymes. Un très, très gros travail. Alors, on a travaillé avec 8 stagiaires étudiants pendant 21 mois pour pouvoir rendre les SMS anonymes, justement. D'accord. Alors finalement, au fond, pourquoi s'intéresser au langage des SMS ? Alors, tout d'abord, je ne travaille pas seule, bien sûr. Je travaille avec trois collègues linguistes, Claudine Mouise, Catherine Détry et Bertrand Vérine, à la fois de l'Université Montpellier 3 et de Grenoble, et puis deux collègues informaticiens, Mathieu Roche et Cédric Lopez, donc également à Montpellier 2, CIRAD et à Grenoble. Alors, si vous voulez, donc c'est un vrai travail pluridisciplinaire entre linguistique, informatique, communication, etc. La langue est très dynamique, en mouvance constante, et puis il y a beaucoup d'idées reçues autour des SMS, bien sûr, mais quand on commence à plonger dans les données, vraiment, il y a de belles surprises. Donc, on travaille en linguistique, on travaille sur les fonctionnements langagiers, les pratiques et usages, l'écriture, cette écriture SMS, cette textualité numérique ensemble, et puis en informatique, on a beaucoup travaillé sur l'anonymisation, bien sûr, et prochainement, on va travailler sur une approche dictionnérique, par exemple, pour améliorer tout ce qui est synthèse vocale, pour les personnes aveugles, par exemple, ou tout simplement des conducteurs qui ne peuvent pas regarder l'écran de leur téléphone. D'accord, parce qu'effectivement, les SMS ont plutôt une très mauvaise image. En général, on dit on détruit un peu la langue française à travers ce langage-là. Vrai, pas vrai ? De notre point de vue, pas vrai, puisque pour nous linguistes, il n'y a pas de jugement sur la langue, il y a une vraie créativité lexicale. Et puis, certaines études scientifiques montrent qu'au contraire, les jeunes, par exemple, qui sont réputés être mauvais en orthographe, ont justement cette flexibilité, cette habitude de jouer. C'est vraiment une dimension ludique dans les SMS et qui serait en fait meilleur en orthographe, donc contrairement à ce que l'on entend souvent. Mais en tout cas, nous avons un gros travail à effectuer. Notre corpus de maintenant 88 000 SMS, puisque nous avons éliminé certaines choses, va être disponible pour le grand public dès 2014 à des fins scientifiques. Parfait, merci beaucoup. Je pense que vos amis osent plus vous envoyer des SMS maintenant. Voilà, donc petite vidéo récapitulative sur notre projet. Donc après tout un travail dont je vais vous parler un petit peu, nous avons collecté, donc, comme je l'ai dit, 93 000 SMS et en 2014, donc juste après cette vidéo, nous avons mis à disposition du grand public et des chercheurs, toute personne qui souhaite consulter nos données, notre corpus, d'un peu plus de 88 000 SMS. Donc vous avez les informations sur la 4e couverture de votre exemplaire. Si vous souhaitez voir quel était le contenu de ces différents SMS, vous êtes invité à les télécharger. Le corpus, il est à la disposition de tous. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent à récolter ces types de données, un seul conseil, il faut absolument associer les services juridiques de son établissement dès le départ. Sinon, on risque de collecter des données qu'on ne peut pas exploiter parce que illégales. Donc, notre corpus final contient, comme je vous le disais, 88 000 SMS. Tous les SMS ont été rendus anonymes. Il fallait vérifier que tous les prénoms, les noms, les codes, les adresses électroniques, les marques, etc.,
étaient effectivement anonymisés, ce qui nous a demandé beaucoup de travail, 21 mois, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons aussi inclus 2 échantillons. Un échantillon avec les SMS qui sont, nous on parle de transcodage, en fait, qui sont transférés, si vous voulez, en français normé, standardisé, pour que éventuellement on puisse les comprendre, parce que parfois c'est aussi difficile de les comprendre. Et puis un autre plus petit échantillon, où on voulait donner des indications un petit peu pour des chercheurs qui veulent travailler sur les données. Bon, par exemple, est-ce que là, sur ce mot-là, il y a une modification? Est-ce qu'il y a quelque chose qui émane d'une langue étrangère, etc. Et puis nous avons également fourni un questionnaire sociolinguistique et les gens ont répondu à ce questionnaire de manière assez massive. 95% de nos donateurs de SMS ont répondu à ce questionnaire, ce qui nous permet de relier les données et justement, comme vous avez vu tout à l'heure, de savoir que telle personne qui a fait don de ce SMS-là à 25 ans est une femme, etc. Donc là, vous avez juste la structure de notre base de données, de notre campus. Vous avez le numéro du SMS, la date et l'heure à laquelle nous avons reçu le SMS, le numéro de téléphone anonymisé, et puis ensuite le SMS brut, tel qu'il a été reçu, mais également anonymisé. Alors, par ailleurs, je vous ai donné, donc là, sur la première page de votre exemplaire, je voulais juste vous donner un petit aperçu sur, moi je parlerai de richesse de cette écriture, qui est très innovante et qui est très créative. Si vous lisez ces quelques exemples qui sont tous extraits de notre campus, vous pouvez le constater. Donc vous avez quelques termes linguistiques, mais vous voyez que par exemple, pour un mot comme aujourd'hui, vous avez, alors j'ai mis en gras le mot tel qu'il est utilisé le plus souvent, et puis l'abréviation AUJD, qui est l'abréviation le plus utilisée dans notre corpus, par exemple. Après, vous avez d'autres choses qui sont toutes sortes d'écritures et de phénomènes un petit peu différents. Donc, ce que j'ai voulu faire déjà, même avant notre récolte qui a eu lieu en 2011, c'était essayer de faire en sorte, essayer de comprendre cette écriture. J'ai créé une forme de typologie. Alors là, c'est beaucoup plus les pages 2 et 3. J'ai constaté qu'il y avait quatre phénomènes. Là, je parle uniquement de la néographie, donc uniquement d'une graphie qui serait nouvelle ou modifiée. Là, je ne parle pas des mots qui seraient complètement nouveaux, comme singlicité, voituration. Enfin, ce sont des mots que l'on rencontre dans notre corpus. Donc, si vous prenez l'exemple, donc on a 4 grandes catégories: substitution, réduction, suppression et ajout. Je ne vais pas évidemment vous donner tout le détail, mais juste pour comprendre, si on regarde la substitution, alors là il s'agit des exemples de 1 à 6, vous avez la numérotation à droite de la page 2 et les exemples correspondants sur la page 3. Donc la substitution phonétisée entière, par exemple, c'est le premier exemple que vous avez en haut de la diapositive, c'est lorsque vous avez un mot qui est entièrement modifié et qui sera remplacé éventuellement par des caractères uniques, ou bien l'orthographe va être totalement modifié. C'est l'exemple de O ou de 7, par exemple. D'accord ? Parfois c'est partiel, parfois c'est avec une petite variation, et voilà, ça peut être au niveau du son, ça peut être également graphique. Deuxième catégorie, donc si ça vous intéresse après on pourra en parler, mais c'est juste pour vous donner... Enfin, tout ceci, j'ai mis plusieurs mois à le faire, parce que c'est très complexe en fait, l'écriture SMS, je trouve en tout cas. Et donc, dans le cas d'une réduction, on va juste avoir un sous-ensemble des caractères qui existent dans le mot. Donc parfois on va avoir des troncations, comme ordi pour ordinateur par exemple. Parfois on va avoir une chute, ou juste des fins de mots par exemple qui seront ôtées. On aura aussi ce que moi j'appelle les squelettes consonantiques, c'est comme DSL pour désolé ou SLT pour salut. On a un certain nombre de phénomènes. Donc là, pour la réduction, vous avez les exemples de 7 à 12.
après une suppression, alors là c'est plutôt une suppression graphique qui arrive, bon, peut-être moins maintenant avec nos téléphones intelligents, c'est-à-dire qu'on aura la typographie ou des signes, les accents, etc., qui seront enlevés, encore, ça existe encore. Et puis on ne réduit pas toujours les caractères dans les SMS. Parfois on a des choses étonnantes, on va ajouter des caractères. Donc la suppression c'est les exemples 13-14, l'ajout ce sont les exemples de 15 à 20. Voilà, donc cela montre pour l'ajout que le SMS ne vise pas toujours l'économie, ce que l'on aurait pu croire. Au contraire, il y a une dimension expressive, affectivo-ludique, mais expressive aussi du point de vue non-verbal. On le voit aussi avec l'ajout des smileys, aussi des emojis, hein, c'est les smileys graphiques qu'on appelle emojis depuis quelques années. J'ai une étudiante justement dès 2007 qui a travaillé là-dessus. Elle a regardé l'utilisation de l'écriture SMS par les 15-18 ans. Elle-même devait avoir 24-25 ans, mais elle voyait déjà une grande différence par rapport à sa petite sœur qui avait entre 15 et 18 ans. Donc l'aspect stylistique peut aussi paraître plus important que l'économie de caractères. Donc on va avoir des augmentations de longueur de message. Et une des étudiantes que nous avons eues dans le cadre de notre projet pour anonymiser, pour rendre anonyme les SMS, a fait justement tout un travail pour un de ses mémoires sur la façon dont on inscrit les émotions dans les SMS, justement par des ajouts de caractères par exemple. Si je vous dis génial, là je peux le dire de manière intonative, mais on peut l'écrire dans les SMS évidemment en répétant les caractères. Bon, là, c'est juste pour vous montrer que effectivement, on peut avoir des phénomènes qui vont être plus ou moins complexes, plusieurs. On peut avoir une substitution plus une suppression, etc. Donc, c'est, par exemple, si vous dites à demain A2 M1, on va avoir plusieurs phénomènes qui seront ensemble. Évidemment, d'autres langues utilisent ces mêmes procédés. Là, je vous ai mis quelques exemples. Outre le français, vous avez des exemples en espagnol et également en italien. Donc, besitos, dovesei, nos vamos, etc. Et si on regarde, voilà, donc les variations qui peuvent se montrer d'une langue à l'autre, on en a beaucoup. J'ai eu des étudiants également qui ont travaillé sur l'espagnol, sur l'italien, parfois l'italien dialectal. Il y a un exemple aussi qui m'a beaucoup intéressé en arabe. Si cela vous intéresse, je vous montrerai plutôt à la fin de l'exposé, parce que l'arabe a quelque chose, en plus, par rapport à nos langues romanes, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Donc là, j'ai eu des gens qui parlent arabe qui ont pu m'expliquer un petit peu, mais c'est plutôt intéressant aussi. Alors, juste pour vous montrer quel est le parcours quand on a collecté toutes les données et ensuite on veut les rendre disponibles. Donc d'abord, il a fallu que l'on passe du SMS brut, ensuite il a fallu le rendre anonyme, c'est là où vous avez prêt pour prénom, et on peut aussi estimer que c'est important de fournir au public ce passage en français standardisé. Attention, je dis français standardisé et non pas normé, c'est-à-dire que je ne vais pas rendre quelque chose qui serait plus entre guillemets académique. Je ne vais pas faire une interprétation de ce qu'il y a dans le SMS, je veux juste faire en sorte qu'on puisse le lire directement. Et encore là, je pense que ça va. Mais il y a des SMS qui sont plus difficiles à comprendre. Et puis bon, après, c'est une annotation éventuelle. C'est pour expliquer que parfois il peut y avoir une modification des mots, est-ce qu'il y a des signes diacritiques qui manquent, etc. Finalement, on y a renoncé. Je vous dirai plus... je vous en dirai plus si ça vous intéresse. Donc, en fait, nous avons des étudiants en informatique qui ont créé un logiciel pour rendre anonyme tous nos SMS. Ils l'ont intitulé Seek and Hide. Vous savez, en anglais, hide and seek, c'est le jeu de cache-cache. Et là, c'était un jeu de mots parce qu'on voulait chercher les mots dans les SMS pour justement les cacher.
donc des étudiants, Pierre Accorsi et Namrata Patel, qui étaient étudiants en informatique, et qui ont créé ce logiciel qui a permis de rendre le corpus anonyme et de fournir aux autres étudiants stagiaires, des annotateurs humains, une interface en ligne qui était agréable à l'utiliser. Et nos 8 stagiaires qui sont passés par là nous ont dit effectivement que c'était beaucoup mieux que de travailler dans un tableur brut, parce qu'on avait en surligné les mots qui étaient anonymisés, parce qu'une fois que l'outil rend les SMS anonymes, ensuite il faut relire. Il faut relire pour vérifier certaines choses que je vais vous montrer. Donc le but du logiciel est effectivement de faciliter cette expertise et de traiter une quantité importante de données. On avait 10 étiquettes, donc là vous les voyez à l'écran. Donc il y avait 3 phases. Une phase automatique qui a permis d'ailleurs d'automatiquement anonymiser 72% du corpus. Et ensuite les 28 restants ont été soumis à une phase semi-automatique. Je vous donne l'exemple. Un prénom comme Cédric va être automatiquement anonymisé puisqu'on travaillait avec un dictionnaire des prénoms et donc serait trouvé dedans. Ensuite, on a des mots qui peuvent être plus ambigus. Pierre, par exemple. Si Pierre est écrit dans un SMS en majuscule, on ne sait pas s'il s'agit d'un nom propre ou d'un nom commun. Une pierre. D'accord ? Donc, si le mot était retrouvé à la fois dans le dictionnaire des prénoms, mais également dans un dictionnaire tout venant de type Robert ou autre, à ce moment-là, on gardait le mot pour la phase semi-automatique, c'est-à-dire qu'il fallait qu'un annotateur humain relise et valide. Et puis ensuite, on pouvait avoir, donc il y a aussi une phase de validation, on pouvait avoir aussi des prénoms qui sont inconnus du dictionnaire qu'on utilisait, puisqu'on invente toujours des prénoms. On avait par exemple celle qui a travaillé sur le logiciel, son prénom c'était Namrata, et Namrata n'était pas dans le dictionnaire. Vous voyez, donc toutes ces différentes choses. Là, je vous donne les exemples dont on vient de parler. Voilà, un mot comme crayon ne sera pas anonymisé parce que ce n'est pas dans le dictionnaire de prénoms. Par contre, c'est dans le dictionnaire tout venant de type petit Robert. Alors peut-être que je vous donne des exemples un peu plus intéressants pour vous. Là, vous en avez 4. Alors, on a 3 cas de figure. On a le premier cas, et le deuxième cas d'ailleurs, correspondent à une anonymisation qui a été faite, mais qu'il faut enlever. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ambiguïté. Vous voyez dans le premier exemple, il y a des gens beaucoup mieux placés que moi pour te comprendre. Eh bien, je peux essayer. Alors là, en le lisant, on sait que c'est bien pour bien. Mais le logiciel, lui, n'a pas de sémantique, n'a pas de sens, donc ne peut pas savoir s'il s'agit de bien, ben pour bien, ou exactement, ou Benjamin. Donc, ensuite, il faut pouvoir enlever cette ambiguïté. Donc, il faut que les gens lisent les SMS pour les valider, pour les modifier, etc. Même chose pour Grace et Anne. En fait, c'est Anné. Donc là, les signes diacritiques, les accents ne figuraient pas. Donc, ça a été automatiquement anonymisé. Donc là aussi, il faut l'enlever. Troisième cas. Excuse pour ce texte aussi tard, c'était pour te dire que Matt a eu le permis, bisous, bisous. D'accord ? Donc, en fait, Matt, pour Mathieu ou que sais-je, est absent du dictionnaire de prénoms. Et donc, ça n'a pas été, puisque c'est un diminutif, hein, et puis le nom commun existe. Le ma, voilà, aussi dans échec et maths, etc. Donc, le logiciel l'avait ignoré. Donc là, il faut introduire l'anonymisation. Pourquoi il faut anonymiser d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, c'est parce que ce sont des données privées et on ne doit pas pouvoir reconnaître un tiers dans un SMS. Pour les personnages publics, on peut maintenir les noms, sauf s'il y a dénigrement. S'il y a dénigrement, il faut aussi enlever, parfois même supprimer. On a eu le cas où des personnages publics où il y a eu dénigrement, donc il a fallu éliminer tout le SMS parce qu'on aurait pu facilement retrouver de qui il s'agissait. On peut avoir aussi, c'est l'exemple 4, des balises d'anonymisation
qu'il faudrait remplacer. Clio, ici, évidemment, vous savez, c'est un nom de voiture de la marque Renault, et ce n'est pas un prénom, mais ceci était dans le dictionnaire des prénoms. Donc voilà, bref. Donc, vous avez vu que les annotateurs vont retirer, vont ajouter, vont modifier les étiquettes. C'est la déesse, Qui me parle? Oui. Clio, c'est le nom d'une déesse? C'est aussi Renault. Ah, le nom d'une déesse, oui, pardon, je croyais que vous parliez de déesse Citroën, j'étais dans la voiture. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, après, une fois que l'anonymisation est terminée, les SMS sont effectivement prêts pour le passage en français standardisé. Alors, pourquoi c'est important pour nous, pour moi par exemple, qui travaille en linguistique informatique? Parce qu'après, on va pouvoir utiliser des outils automatisés qui vont pouvoir analyser le langage. En quoi c'est intéressant? Ça va être important pour des applications grandeur nature, que j'ai évoquées dans la vidéo par exemple, dont je vous parlerai un peu plus dans un instant. Par exemple, si je veux créer un outil qui puisse être utilisé par des personnes aveugles, pour des conducteurs qui ne doivent pas regarder leur écran, je veux que le SMS puisse être lu par un synthétiseur vocal, ce type de choses. Donc, en tant que linguiste informaticienne, j'ai besoin d'avoir accès au SMS de manière régulière en français standardisé. Par contre, sur l'annotation, je vais peut-être passer, on pourra en parler si ça vous intéresse un peu plus tard. Je vais donc maintenant aborder le questionnaire. Donc, le questionnaire, là, il s'agit des opinions sur les SMS, et là, c'est quelques extraits de réponses à quels sont les avantages, quels sont les avantages et les inconvénients de l'écriture SMS, et qu'est-ce qu'apporte l'écriture SMS. Donc dans les réponses que vous voyez, bon, parfois c'est un apport positif, ça peut être parce que voilà, je n'ai pas de mémoire, donc ça me permet de noter, d'envoyer, ou au contraire, ça peut être, pour certains, non, c'est négatif parce qu'on fait des fautes, etc. Également, dans les SMS, on a besoin de situer le cadre de l'interaction. Voilà, donc on aura besoin de fixer le contexte temporel. Si tu veux, je vais te chercher à 6 heures. Le cadre spatial, le lieu où on se trouve. Là, je suis dans le train, todo bene. Donc, que ce soit au niveau temporel, spatial ou les deux, on a besoin de situer l'échange. D'ailleurs, quand vous parlez au téléphone, avec le téléphone portable, souvent, une des questions, c'est « t'es où ?» Voilà. Donc, quand on se parle, on a besoin de savoir où on se trouve. Effectivement, il y a aussi des rituels. Avec maintenant les smartphones, les téléphones intelligents, on a cette présentation sous forme de fil de discussion. Donc, on n'a pas toujours besoin d'ouvrir le SMS. On n'a pas besoin de dire coucou, salut à chaque fois. Évidemment, si vous entamez une discussion, vous allez peut-être le dire une première fois, et ensuite, les SMS suivants, vous n'aurez plus ce que nous, on appelle en linguistique des ouvertures. Par contre, les clôtures sont beaucoup plus présentes. On a un nombre très important de je t'aime en tant que clôture de l'SMS, surtout par un public assez jeune. Bis, bon, des choses plus classiques aussi, etc. Nous avons également, au niveau des émotions, les binettes, les emojis, bien sûr, les allongements, les répétitions de signes de ponctuation, vous avez vu dans certains exemples. On aura des reprises de phonèmes, oui, avec le i qui se répète, qui va simuler l'intonation. Donc c'est une information que nous on appelle de l'information paraverbale, qui vient compléter le verbal. On a des interjections comme est, des mots du discours comme lol d'ailleurs qui est entré dans le petit Robert récemment, et des onomatopées, etc. Alors là, je vais peut-être passer, parce que je voudrais garder un peu de temps pour vous parler d'autre chose. En fait, sur tous les exemples ici, sur le deuxième exemplier, vous avez toute une série d'exemples dont on pourrait parler, mais ça nous ferait rentrer peut-être un peu plus dans la matière
au niveau linguistique, hein, c'est-à-dire qu'on va parfois changer, je vous donne juste un ou deux exemples par exemple. Mettons, l'anonymisation on l'a vu, mais par exemple l'exemple 25, grave. D'ailleurs, je vais le SMSer là. Donc là, en SMS, normalement c'est un nom, là ça devient un verbe. Donc on a parfois des catégories grammaticales qui vont changer. On va avoir des anglicismes qui ne seront pas francisés. Hein, c'est l'exemple de texte dans 31. On va avoir toutes sortes de modifications qui sont possibles et intéressantes à étudier pour les linguistes. Sur cette lancée-là, aussi, vous voyez là, on enlève le pronom, ce que moi j'appelle l'ellipse. D'ailleurs, on n'est pas toujours d'accord avec la terminologie entre linguistes. Il y aura aussi, bien sûr, des choses qui, là, vont ressembler davantage à l'oral, pour la négation, donc les pronoms dont je vous parlais, les éventuels accords pour les verbes, etc. Les liaisons, oui, voilà, 39, c'est un joli exemple, les 40 ici. Moi, vous aime plus, avec le Z qui est indiqué, qui indique la liaison à l'oral. Alors maintenant pour les surprises, mes collègues et moi, en lisant le corpus, par exemple, Catherine Détry et Bertrand Vérine ont travaillé sur ont trouvé un phénomène qu'ils appellent l'insulte mot doux. Et l'insulte mot doux, c'est assez fascinant. Là, je ne vous ai pas mis des exemples trop forts, parce qu'il y a des exemples assez croustillants dans le corpus. Mais en général, c'est lorsque vous avez d'abord l'idée de l'insulte, ce serait l'insulte hors contexte, bien sûr. Et ensuite, c'est par exemple radouci, soit avec une binette, un emoji, soit dans le discours. Mais vous voyez que, voilà, à chaque fois, ça va être soit la binette, soit lol, etc. Donc ça, c'était vraiment une découverte. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on plonge dans le corpus, on le lit et on trouve des phénomènes. Claudine Moïse aussi, notre sociolinguiste, a travaillé sur, entre guillemets, le langage jeune. Donc elle a travaillé sur des interpellations comme wesh, etc. De mon côté, j'ai voulu m'intéresser, entre autres, je vous donne juste des bribes d'exemples qui nous ont effectivement interpellés. J'ai voulu regarder, puisque les gens disent, voilà, on ne sait plus accorder, etc. Si on prend le cas du E accent aigu, oui, les gens remplacent le E accent aigu par ER, etc. Eh bien, de mon point de vue, je voulais vérifier l'hypothèse, parce que je me suis posé la question. Pourquoi on mettrait ER à la place de E accent aigu? Est-ce une faute, entre guillemets? Est-ce autre chose? Et je pense que parfois, c'est ergonomique. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'un appui long sur le E, sur mon téléphone, il faut que je fasse un appui long sur la lettre E pour obtenir l'accent. Donc ça peut être plus rapide de faire ER, qui va correspondre à un même son, et de ce point de vue-là, c'est vraiment ergonomique. Et l'exemple je suis très contente d'avoir trouvé mon exemple, c'est en bas de la diapositive. Vous voyez, ok, tu es à côté de qui? Je doute que la personne ne sache pas qu'on écrit à côté et. Donc là, pour moi, c'est vraiment l'exemple qui me montre, enfin, évidemment tout est sujet à l'interprétation, mais je pense qu'effectivement, c'est le cas. D'ailleurs, j'ai eu un de mes étudiants qui a travaillé sur les questions reliées au type de téléphone utilisé. Donc il a relevé les types de téléphones. Est-ce que c'était un téléphone intelligent? Est-ce que c'était un téléphone classique? À l'époque, en 2011, il y avait moins de smartphones que maintenant. Donc juste pour vous dire que c'est ce va-et-vient constant entre les hypothèses que l'on peut avoir, les choses que l'on retrouve dans le corpus, l'observation des données qui constitue un point essentiel pour nous. Et puis parfois, il y a une dimension poétique dans les SMS, ou bien même un respect de la norme aussi.
parfois il y a des choses qui sont assez formelles. Et puis il va y avoir un jeu entre le style familier et le style élevé, qui donne justement cette dimension un petit peu poétique que vous pouvez voir dans cet SMS. Donc ce que je voudrais dire, c'est que à l'oral, on accepte bien qu'il y ait plusieurs niveaux de langue, qu'il y ait des façons différentes de parler en fonction de la situation, des contextes, des personnes à qui on s'adresse. Mais en français, on a beaucoup plus de mal à accepter cela à l'écrit. C'est beaucoup plus figé. Donc moi j'aimerais, en tant que linguiste, mes collègues aussi, on aimerait que ce soit la même chose à l'écrit, c'est-à-dire qu'il y a aussi des registres, il y a des situations, il y a des façons de s'adresser à autrui. Comme je vous ai montré dans les exemples tout à l'heure d'idées reçues, le garçon de 12 ans, il a bien su qu'il savait comment écrire à quelqu'un selon une utilisation écrite un peu différente. On a aussi une dimension de jeu, une dimension ludique très très forte dans nos SMS. Donc là, il y a 2 exemples que je vous ai signalés en vert. Front énorme, joue de hamster jovial. Enfin donc, des gens, il y a beaucoup de liens, c'est l'affect, le lien à autrui. On donne aussi constamment des informations sur son propre ressenti. Ce lien, ses relations, etc. On a également travaillé un petit peu, les journalistes nous ont souvent posé des questions sur les binettes. Alors, il y a plusieurs mots en français. Émoticône, smiley, évidemment, ça c'est de l'anglais. Les Québécois disent binette, c'est pour les exemples que vous avez à droite. En français de France, sur France Terme, c'est-à-dire la terminologie officielle du journal officiel, on est censé dire frimousse. Je doute que vous ayez entendu quelqu'un utiliser frimousse pour l'émoticône. Et maintenant, depuis peu, avec les binettes graphiques, on les appelle les emojis, parce que emoji, c'est un mot qui vient du japonais. Voilà. Donc, en tout cas, cet écrit quotidien relève de la sphère intime. Il est vraiment empreint d'une dimension émotionnelle, effectivo-ludique très, 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 très forte. Et dans les binettes ou les emojis, on va vraiment faire part à l'autre de son ressenti de scripteur. On va maintenir le lien à autrui. Et puis, il y a cette forme de proximité virtuelle qui est vraiment très, 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 très recherchée. Donc, les traces d'émotion sont présentes. Donc, souvent, ça va être une information... L'emoji va apporter une information qui va être redondante par rapport au SMS. Bon, par exemple, je sais pas, je dis joyeux anniversaire et puis je vais mettre l'emoji d'un gâteau, par exemple. Ou bien ça peut être... ça permet de modifier l'interprétation du message. Sans cet apport, on aurait pu se tromper. Si je dis tu fais chier, et puis ensuite je mets une binette avec quelque chose qui montre que je rigole, eh bien je ne vais pas interpréter le message de la même manière. Et parfois, il y a une information qui est totalement absente du contenu verbal. Je vous l'ai mis, l'exemplier, c'est l'exemple 17. Donc vous avez le tram, l'heure, etc. Alors, je vais peut-être passer un petit peu. Il me reste combien de temps? J'ai encore un petit peu de temps, Michel? Je sais pas, on a 2 heures avec vous. Comment? Vous avez 2 heures. D'accord. Donc, voilà, donc quelques petits exemples pour montrer que entre l'échange réel et l'échange virtuel, il y a quand même cette idée de proximité permanente, et il faut savoir aussi, de temps en temps, renoncer à utiliser les SMS. Il y a des situations dans lesquelles, à mon avis, c'est important de ne pas les utiliser. L'exemple que vous voyez là, je viens de me faire virer par SMS. C'est un exemple de situation d'embauche, enfin d'embauche plutôt, d'ébauche. Donc voilà, je pense que là c'est plutôt une situation dans laquelle il faudrait éviter d'utiliser ce moyen de communication. Et puis là, vous voyez aussi les situations où voilà, il faut aussi savoir passer à autre chose.
Là, juste un petit clin d'œil à différentes études que j'ai faites depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est juste pour vous montrer. Vous avez donc 4 catégories que j'ai utilisées, des noms, des verbes, des adjectifs et des adverbes. Et ce que l'on dit classiquement, quand on parle de l'écrit, souvent, il y a une utilisation très importante de noms et une quantité relativement faible de verbes. À l'oral, traditionnellement, ça va être l'inverse. On va utiliser davantage de verbes et moins de noms. Donc ce qui m'intéresse dans cette représentation-là, donc là vous voyez que ça remonte à un échantillon que j'avais eu en 1999, hein, donc c'est loin. Donc vous voyez que systématiquement, à travers les années et à travers les moyens de communication utilisés, il y a peut-être ce rééquilibre entre l'écrit et l'oral. Je ne veux pas dire pour autant que les SMS contiennent, on ne peut pas, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas SMS. Donc justement, pour vous montrer qu'on ne parle pas SMS, je vais vous faire écouter un extrait. Et c'est un extrait de synthèse vocale. Un des collègues dans notre groupe, Bertrand Vérine, est aveugle. Et il a préparé cet exemple pour moi. C'est un synthétiseur vocal, donc une machine, qui vocalise un SMS. D'accord ? Donc je vais vous le faire écouter sans que vous puissiez lire. Ensuite, je vous ferai lire et je voudrais savoir si vous comprenez. Donc vous allez l'entendre 3 fois. Vous allez l'entendre d'abord le SMS. Ensuite, vous allez entendre une version plus en français standardisée de la même chose. Et puis, vous allez entendre à nouveau le SMS du premier. Est-ce qu'on peut... Je peux y aller ? D'accord. BJR, CM, t'es battu, tu viendrais de mettre un PR, la prise de nos DS, le centimètre de Madame 10. Bonjour, comment vas-tu ? Tu viendrais demain pour la prise dans le CM de Madame X. BJR, CM, t'es battu, tu viendrais de mettre un PR, la prise de nos DS, le centimètre de Madame 10. Vous voulez l'entendre à nouveau ou je vous montre à quoi cela correspond ? L'entendre, mais moins fort. Ah, ça, ce n'est pas de mon ressort. Voilà, merci. C'est un peu assourdissant. C'est bon ? BJR, CM, t'es battu, tu viendrais de mettre un PR, la prise de nos DS, le centimètre de Madame 10. Bonjour, comment vas-tu ? Tu viendrais demain pour la prise dans le CM de Madame X. BJR, CM, t'es battu, tu viendrais de mettre un PR, la prise de nos DS, le centimètre de Madame 10. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer le SMS en question. Voilà, donc bonjour, comment vas-tu ? Tu viendrais demain pour la prise de notes dans le CM de Madame XX, parce que j'ai anonymisé. Alors, le synthétiseur vocal, quand il tombe sur un mot qu'il ne connaît pas, il épelle. D'accord ? Donc c'est le cas du BJR. C'est la même chose pour CNT, pour comment. Donc, imaginez, mettez-vous à la place d'une personne aveugle qui ne travaille pas avec un clavier braille et qui utilise la synthèse vocale. C'était le cas d'un de mes étudiants il y a quelques années. Il a fait d'ailleurs un dossier très très intéressant sur ses communications par SMS. Donc lui, par exemple, a l'habitude de faire des remplacements. Vous savez qu'il y a des abréviations officielles en français. Par exemple, CM, c'est centimètre. Eh bien, à l'université, CM, c'est cours magistral. Donc si quelqu'un lui envoie un SMS pour lui dire que le CM est déplacé à l'amphidé, par exemple, et son synthétiseur vocal va dire le centimètre est déplacé à l'amphidé. Donc à chaque fois, et puis bon, il y a beaucoup d'exemples comme ceci. Donc le synthétiseur vocal n'a aucun souci quand vous avez des phénomènes phonétiques. Par exemple, prise, parce que vous allez le prononcer de la même manière, que ce soit P-R-I-Z ou P-R-I-S-E. D'accord ? Mais là où vous aurez du mal, vous l'avez compris, donc vous voyez que demain, par exemple, ça donne 2 mètres. Tout va dépendre aussi du synthétiseur vocal. Il peut y avoir des différences entre les différents outils. Là, c'était l'exemple de mon collègue aveugle. Donc le synthétiseur s'appelle SAPI 5.
Et puis bon, il y a quelques temps, donc il y a un an à peu près, donc les choses peuvent évoluer assez rapidement. Donc, mais on est encore loin. Et ce que nous voulons faire, justement, avec les informaticiens, et à partir de notre corpus, vous voyez un mot comme bonjour, BJR. Si on peut repérer un certain nombre d'abréviations qui sont réellement utilisées dans notre corpus, et les injecter dans un système de synthèse vocale, c'est-à-dire améliorer en quelque sorte les dictionnaires électroniques pour qu'un synthétiseur vocal puisse dire « Ah oui, d'accord, BJR, ça correspond à bonjour », et ensuite va le vocaliser comme bonjour. On va pouvoir avancer quand même un petit peu. Hein. Donc voilà, là je vous donne quelques exemples. Il y a des choses qui sont évidemment complexes, il va y avoir des ambiguïtés, etc. Oui. Attendez, madame, excusez-moi, il y a un micro. Comme ça, tout le monde ne vous aime pas. Ben, justement, le numéro 7 Alors, numéro 7. Peux-tu pas en cours de maths, sinon tu fais quoi? Et QDB? Pardon, c'est 7 lequel? 7A, B, C, D, E, lequel? 7B, je comprends pas la dernière question. Et QDB? Et quoi debout? Je crois. Quoi debout? Quoi debout? Oui, c'est comme quoi de neuf, quoi de... quelque chose merci. Comme ça. Oui. Madame? Oui. Sur une page, j'ai vu wesh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui vient à l'origine de l'arabe et qui est souvent utilisé par les jeunes pour entrer en contact. Hein, donc c'est quelque chose, ça peut être une amorce, ça peut être une forme d'interjection, c'est quelque chose qui va être utilisé dans une certaine tranche d'âge. Voilà, donc... Oui, je vais lui répondre que Wesh, c'est une langue... Ah oui, mais alors attendez d'avoir le micro, parce que ça sera intéressant d'avoir votre apport de... Je vais lui répondre comme ça et ça. Oui, bonjour. Wesh, c'est un mot qui vient de la langue, c'est pas arabe la langue, mais c'est la langue familiale que veut signifier, c'est qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça, c'est tout simple. Mais c'est pas la langue arabe, c'est pas la langue arabe traditionnelle qui... Évidemment, mais c'est familial, c'est vient de là et de là. Oui. Je ne suis pas entrée dans le détail, mais effectivement, voilà, c'est-à-dire, c'est intéressant quand vous dites que ce n'est pas de l'arabe, parce que pour moi, si vous voulez, il y a... C'est comme quand je dis mes SMS sont en langue française, c'est-à-dire que c'est une certaine forme de français. Et là, ça peut être effectivement de l'arabe dialectal, mais pour moi, c'est quand même de l'arabe, en ce sens que c'est pas l'arabe classique. Donc, merci pour votre apport d'information. Donc, effectivement, vous voyez que pour revenir au synthétiseur vocal, effectivement, on peut avoir un certain nombre de difficultés, mais notre idée, ce serait de faire en sorte qu'on puisse les aider à avancer pour aider les personnes aveugles, pour aider les conducteurs qui ne sont pas censés regarder leur téléphone, leur écran de téléphone portable, etc. Alors justement, au niveau du travail des informaticiens, on a voulu regarder comment est-ce que l'on fait pour, quand on a toute une 88 000 SMS, comment est-ce que l'on fait pour dégager tous les mots qui n'existeraient pas dans un dictionnaire. Je ne vous parle pas des prénoms. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons d'abord classé par langue, parce qu'en fait nous avons reçu des SMS qui n'étaient pas toujours en français. On a reçu quelques exemples en espagnol, en allemand, dans différentes formes d'arabe dialectal, en mahorais, on parlait à Mayotte, etc. Donc d'abord on a fait une classification par langue, et ensuite on a travaillé sur un extrait pour chaque type de phénomène. Donc d'abord une première classe
pour dégager les caractères uniques. Alors pourquoi caractères uniques? Parce que souvent dans les SMS, vous allez avoir une lettre, l'initiale, qui va correspondre à un mot, et vous allez avoir besoin du contexte pour le retrouver. Par exemple, V pour VAIS, ou pour VE, hein, tout va dépendre du contexte, le mot auquel ça va renvoyer. Ensuite des horaires, ensuite des répétitions de caractères, les éventuels caractères spéciaux, les chiffres, les binettes de type ponctuatif, hein, je ne parle pas des binettes de type emoji, et enfin, tout en bas de la diapositive, on va tomber sur, justement, on va pouvoir extraire tout ce qui est nouveau, donc qui n'existe pas dans les dictionnaires. Hein, donc là, vous avez lol, t'inquiète, je te, en agglutiné, donc collé ensemble, CC pour coucou, et puis ensuite aussi des aspects néologiques, hein, des termes qui sont inventés, voturation, simplicité, tétrangle, etc. Enfin, tétrangle, c'est une agglutination. Donc, tout ceci va nous permettre d'aller dans le sens de rechercher, d'aider pour les applications, pour améliorer les outils réels. Alors, je vais peut-être juste passer là. Juste pour vous donner voilà, un exemple avec les caractères uniques, par exemple. Moi, je les appelle les abréviations sémantisées. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, donc ce sont des mots qui sont réduits à leur initiale, et on a besoin du contexte pour déterminer le sens. Hein. Donc, mais là, on le retrouve assez facilement, je pense. Hein. Ok, je te fais ça ce soir, si tu veux. Si tu vois qu'à 21h, je ne l'ai pas fait, rebique-moi. Donc, vous voyez, on peut comprendre beaucoup de choses. Et ce qu'on a vu aussi dans nos SMS, c'est que c'est très très rare d'avoir tous les mots entièrement abrégés. Effectivement, si vous mettez qu'au niveau de l'initiale sur tous les mots, vous aurez beaucoup de mal à comprendre le SMS. Là, je vais passer sur des SMS suivants. Juste une chose ici. On voit aussi, puisque nos données dans le questionnaire sociolinguistique nous ont permis de vérifier que des personnes qui envoient des SMS d'âges différents, hein, donc là vous voyez, jeune fille 13 ans, 23 ans, 41 ans, jusqu'à 65 ans, eh bien, toutes ces personnes qui écrivent des SMS utilisent la lettre C, pour renvoyer à un mot entier. Donc vous voyez que souvent les phénomènes traversent les âges. D'accord ? Et de même, donc là je vous ai pris un exemple, c'est une même personne, hein, c'est le numéro 470 parce qu'on reconnaît les personnes par leur numéro de téléphone et ensuite on a accès à leurs données sociolinguistiques. Donc vous voyez que cette personne varie en fonction du SMS. C'est pas toujours utiliser la lettre C. Donc là, vous voyez que c'est C pour ce, ou bien C pour SAIS, ou C pour SE, etc. Donc vous voyez qu'il y a aussi une variation. Alors juste pour vous annoncer notre position théorique en tant que chercheur, on s'est beaucoup posé la question, on a eu beaucoup de discussions entre nous, c'est est-ce qu'on veut juste fournir au grand public, aux chercheurs, notre corpus, donc notre base de données de SMS, est-ce qu'on veut le fournir tel quel, donc les SMS bruts, anonymisés, parce que ça c'est légalement obligatoire, ou bien est-ce qu'on veut aussi fournir les exemples en français standardisé. Au début, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de le transférer en français standardisé aussi. Et donc nous avons fait un petit test entre nous 6 chercheurs. On a pris 1000 SMS et chacun a pris un certain nombre de SMS et ensuite on a discuté. Eh bien, nous avons tous transcodé d'une manière différente. Parce que nous n'avons pas forcément le même point de vue. Moi, par exemple, je suis en linguistique informatique, donc ça va être important, si je tombe sur « je sais pas », ça va être important pour moi, pour mon analyseur, qui va travailler sur la langue à l'aide d'un ordinateur, ça va être important que j'ai toute la négation, je ne sais pas. Parce que sinon, mon logiciel va peut-être avoir des difficultés. En revanche, pour une sociolinguiste, si elle voit t'es pas venu, au lieu de tu n'es pas venu, pour elle, introduire quelque chose, c'est modifier. C'est modifier
le discours, c'est modifier, c'est donc interpréter, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément souhaitable, hein, donc de son point de vue. Pour le point de vue de quelqu'un d'autre, par exemple, là je vous donne juste l'exemple de ma collègue Josie Bernico, qui est psychologue. Elle n'a pas du tout le même point de vue que moi, puisqu'elle se place dans une autre discipline. Alors pourquoi c'est différent? Donc, si vous regardez la 4e colonne, transcription concernant les formes de l'oral, transcription rétablissant l'écrit académique, pour moi, en tant que linguiste, si je transfère en français standardisé, je ne vais pas dire coucou, alors as-tu demandé pour ce soir? Non, je ne vais. Pour moi, c'est déjà une modification, c'est une interprétation. Donc, moi, je mettrais coucou, alors t'as ou tu as, en fonction de nos besoins, demandé pour ce soir. Donc, tout dépend où on se place. Quelle est la discipline? Est-ce qu'on est en psychologie? Est-ce qu'on est en communication? Est-ce qu'on est en linguistique? Est-ce qu'on est en informatique? Et du coup, nous avons décidé que c'était apporter trop d'informations qui pouvaient être orientées dans une discipline par rapport à une autre. Donc nous avons décidé de ne pas faire le transcodage, mais on a quand même fourni 1000 SMS qui apparaissent à la fois de manière brute et également en français standardisé pour que les gens aient une idée des différents problèmes qui se posent. Voilà, donc là vous avez une petite idée avec un exemple réel. Il y a au moins 6 points problématiques dans ce SMS, hein, le B initial. Alors on ne sait pas, est-ce que c'est bon, bien, ben, est-ce que c'est l'initial d'un prénom? C'est peut-être moins, mais on ne peut pas trancher. Le T, je sais, t'es en week-end, pour les sociolinguistes, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas introduire tu es, on veut que ça reste tel que annoncé. Après, il y a plusieurs éléments elliptiques. Le concert était très sympa. Bon, après, bonne soirée à toi et toutes. Alors, et toutes, on ne sait pas si c'est à toutes, avec une faute de saisie par exemple. Ça peut être bonne soirée à toi et à toutes les personnes qui sont avec toi. Enfin bon, souvent il y a beaucoup d'interprétations possibles, donc on ne peut pas toujours trancher. Donc voilà. Après, il y a un pronom qui manque. Quand on utilise quelque chose comme que dalle, on ne va pas forcément rencontrer des expressions de ce type dans des dictionnaires plus classiques. D'ailleurs, il faudra un dictionnaire des expressions. Donc voilà, comment est-ce qu'on va transcoder? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Pour la notation aussi. Hein, donc là, je ne vous ai vraiment pas parlé de la notation, mais là, par exemple, la view en anglais, donc on a une modification puisqu'on a ajouté des caractères, et puis on a aussi un changement de langue, hein, puisque c'est écrit en anglais. Quand on écrit bonne journée, on ne sait pas. On ne sait pas si la personne se trompe, fait une faute d'orthographe, ou si la personne fait une modification volontaire. Hein, donc il y a beaucoup de choses difficiles à voir. Quand j'ai mis en bas les entrées dictionnériques, là ce sont des choses qui existent dans le petit Robert par exemple. Donc si on tombe sur prof, on ne va pas le transcoder puisque cela existe dans le dictionnaire. Hein, ça c'était notre choix. Donc si un item lexical figure dans le petit Robert en ligne, on ne remet pas de balise. Nous avons aussi beaucoup de remarques des étudiants pendant qu'ils travaillaient sur notre corpus et pour la partie anonymisation. Voilà, donc parfois c'est important de savoir si on fait des modifications, si on ne fait pas. Donc pour revenir à notre point théorique, notre position théorique, on pense que annoter, ce n'est pas quelque chose de neutre. Ça relève d'un cadre interprétatif spécifique. Si vous êtes psychologue, si vous êtes linguiste, si vous êtes informaticien, vous n'allez pas forcément vous placer du même point de vue. Donc je pense que c'est important que les chercheurs prennent en charge eux-mêmes ce qu'ils veulent, leur propre questionnement. Donc on a décidé de ne pas fournir des initiatives de balisage supplémentaires. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure que j'ai bientôt fini, je vais juste vous parler un petit instant
des applications possibles. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'amélioration des dictionnaires, des lexiques. Voilà. Donc, par exemple, pour un mot comme aujourd'hui ou pour d'autres phénomènes, on les appelle les apocopes quand vous tronquez la fin d'un mot. Donc, appli pour application, zou pour bisou, c'est la Férèse. Donc, si on a toutes ces informations que l'on arrive à extraire de notre corpus et les injecter dans un modèle informatique qui va pouvoir les retrouver facilement, on va pouvoir améliorer nos outils au quotidien. Par ailleurs, ce n'est pas parce que nous n'avons pas fait le transfert en français standardisé qu'on y réfléchit pas. Là, vous avez un exemple à l'écran de problèmes de transcodage qui vont se poser de manière automatique. Notre idée, c'est qu'à partir d'un SMS brut, on aura 3 cas de figure. Soit un mot va être remplacé par un autre mot, c'est le cas de SVT pour souvent, par exemple. Soit on aura besoin de regrouper. Donc, lâche-moi, on aura besoin d'introduire le trait d'union. Soit on aura besoin, au contraire, d'éclater pour ta, u, en tu, a, u. Donc, tous ces phénomènes, si on arrive à faire de l'alignement automatisé, ça va nous permettre d'aller plus vite et effectivement peut-être fournir un transcodage qui pourrait servir pour différentes applications. Alors, si je récapitule, j'ai très bientôt fini. Si je récapitule, l'écriture au sein des SMS est vraiment très très créatif. Il y a une créativité lexicale et verbale très très importante. Donc pour les linguistes, il s'agit ici d'un enrichissement de la langue. Vous avez vu que les personnes n'écrivent pas de la même manière en fonction des destinataires aussi. On a également parfois des surprises. On a vu que les jeunes n'écrivent pas toujours de manière abrégée. Et puis la dimension de jeu, la dimension ludique va être très très forte. Les SMS permettent aussi, ça je n'en ai pas encore parlé, mais les SMS permettent un accès à l'écrit pour de nouveaux publics. Dans mon entourage, certaines personnes m'ont dit qu'elles n'osaient pas écrire parce qu'elles estimaient faire des fautes, mais dans le cadre des SMS, elles le font parce que les fautes sont permises, entre guillemets. Donc ça, c'est important aussi. Si on peut donner un espace à des personnes qui n'osaient pas écrire, je trouve que c'est positif. On a également des situations de certaines langues orales, notamment africaines, qui commencent à être écrites. Parce que quand une langue est uniquement orale, parfois, via le SMS, elle commence à être écrite. J'ai une étudiante qui a travaillé, une étudiante qui est située au Cameroun, parce que nous avons beaucoup d'étudiants en enseignement à distance, qui a travaillé sur plusieurs langues au Cameroun uniquement orales, mais elle a constitué un corpus de SMS forcément écrit. Donc ça c'est très très important. J'ai également une étudiante qui a travaillé sur le Sénégal et d'autres langues. Donc ça c'est un point qui nous intéresse aussi. Il y a également des pratiques sociales qui sont nouvelles. Quand on utilise les SMS, vous l'avez peut-être constaté vous-même, parfois on aura moins tendance à téléphoner. Vous avez remarqué que souvent maintenant les gens envoient un SMS pour prendre rendez-vous en fait. Est-ce que je peux t'appeler à telle heure? Avant on aurait pris le téléphone et puis voilà. Mais parfois on ne veut pas déranger non plus. Parfois on n'ose pas déranger. Parfois on va dire que c'est moins cher. Maintenant les SMS sont inclus dans le forfait, donc c'est même gratuit entre guillemets. Ça peut être plus rapide aussi. Et puis la personne en face peut décider du moment où elle va consulter le SMS. On aura également des pratiques linguistiques qui sont nouvelles. Par exemple, on pourrait insérer des mots étrangers qu'on ne ferait pas forcément dans une conversation orale. Quand j'écris à quelqu'un, si je dis je suis dans le train now, je vais à Béziers pour ma conférence, j'écris now parce que c'est plus rapide que d'écrire maintenant, mais je ne vais peut-être pas le dire à l'oral si je m'adresse à quelqu'un en français, voyez. Donc ce type de choses, vous avez vu tout à l'heure les fameuses insultes moudou. Donc vous avez une créativité lexicale, des abréviations sémantisées aussi dont je parlais tout à l'heure. Et les gens disent souvent, oui, mais la grammaire est vraiment
complètement perturbé. Moi, je dirais que le lexique est modifié, oui, mais la syntaxe est très très peu. On a quelques exemples, effectivement, on va avoir un changement de catégorie. Vous avez vu tout à l'heure SMS-moi, par exemple, donc SMS passe d'un nom à un verbe, ce type de choses, oui. On aura aussi des ellipses quand on va enlever des pronoms, t'appelles demain ou pour le je t'appelle demain. On aura aussi nos fameuses abréviations, hein, la lettre V pour V par exemple. Et on aura aussi des situations où le discours, quand ce n'est pas avec le mail où vous allez pouvoir intercaler vos réponses, vous allez avoir des réponses en rafale à des questions multiples par exemple. Ça c'est typique des SMS. Mais moi je dirais que la grammaire n'est pas forcément modifiée. Aussi il y a des choses que vous constatez, des accords, etc. Malmenés entre guillemets. Ça peut être parce que, les fautes sont permises, donc on est dans un espace de liberté. 2, parce qu'on veut faire en sorte que ça ne soit pas compris par certains, donc c'est un effet un peu tribu. Enfin, il y a toutes sortes de raisons qui ne sont pas juste au niveau de la norme. Donc, pour l'avenir, le corpus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est téléchargeable, c'est disponible pour tous. Et donc nous, on souhaite une diffusion aussi large que possible. Hein. Donc, depuis juin 2014 que le corpus est téléchargeable, nous avons eu à peu près 400 téléchargements, ce qui dans le domaine de la recherche est plutôt bien, et sur les 5 continents. Donc, et dans beaucoup de pays différents. Et nous avons mis ce corpus sur le site de la très grande infrastructure pour la recherche en sciences humaines et sociales qui s'appelle Humanum. Et à l'avenir, nous aimerions qu'il y ait un archivage pérenne au CINES. Hein, le CINES se situe à Montpellier, c'est le Centre informatique national de l'enseignement supérieur. Ce que l'on aimerait, c'est que notre campus soit archivé pour que dans 100 ans, les gens puissent se dire, ben voilà comment on écrivait des SMS en 2011, tout comme nous maintenant, nous regardons les cartes postales des poilus d'il y a 100 ans. Donc comme je vous disais, on va continuer à poursuivre nos analyses, parce que je crois que c'est quelque chose que l'on peut faire pendant de nombreuses années. On est en train, pour certains d'entre nous, de comparer ceci à des forums ou tweets, enfin d'autres réseaux sociaux. Et on va essayer justement de poursuivre sur ces techniques d'alignement, de normalisation automatique. Donc on va focaliser sur les erreurs les plus fréquentes, essayer de les confronter avec la reconnaissance de la parole, les correcteurs orthographiques et grammaticaux pour pouvoir avancer là-dessus. Donc pour terminer, je vous traduis rapidement la citation de David Crystal. Certaines personnes n'aiment pas les textos, certaines sont surprises ou voire perplexes, certaines les adorent. Pour ma part, donc là je le cite, je suis fascinée par ce phénomène, car cela correspond à la dernière manifestation en date quant à la capacité de l'être humain à être créatif du point de vue linguistique et de s'adapter aux exigences de situations variées. Grâce aux données de type SMS, on peut percevoir d'une façon réduite la langue, le langage en évolution. Et je crois que ça c'est quelque chose de très important. La communication par SMS existe, bel et bien. Cela peut correspondre aussi à une question de survie. Vous avez vu, lors des attentats à Paris, il y a eu une personne qui s'était cachée sous un évier dans l'imprimerie, qui a communiqué par SMS. Voilà. Donc le SMS, à mon avis, a une belle vie devant lui. C'est utilisé dans toute une série de situations. Donc c'est une forme de communication qui est très très vive, qui continue à se développer. Donc ces données que j'appelle des données médiées, hein, je reviens sur ma communication médiée par ordinateur ou la communication électronique médiée, c'est donc vraiment une mine d'informations qui permettent d'améliorer nos outils d'analyse des données textuelles issues du web, les blogs, les tweets, etc. Et j'ai appris que maintenant on commence même à parler de science des données. Voilà, donc en tout cas,
le titre de ma conférence, c'est des SMS en langue française. J'espère que vous acceptez de votre point de vue qu'il y a effectivement une mutation des pratiques scripturales et que vous acceptiez qu'il y ait des registres, des situations qui soient différentes et que justement ces SMS font bien partie de notre belle langue. Voilà, je vous remercie. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соединяйте.